Monsieur Depierre, on se rencontre à la mi-juin, qui est une date anniversaire importante pour vous. Je crois que c'est le 22 ou le 23 que se fête un anniversaire autour du maquis des usages. Oui, c'était le 23 juin, oui. 23 juin 44. 23 juin 44, 44, oui. c'est le jour où Le, où notre maquis a été attaqué par les Allemands, à la suite d'un pauvre camarade qui avait été pris et puis qui a été torturé. Il a amené les Allemands et on a été pris par surprise. Alors c'est le 23 juin 44, ils sont arrivés sans qu'on s'en rende compte. Ouais. Et puis première rafale de mitraillettes, le garde-chasse Marcel de Wilder, oui. Et puis Maurice Moreau. Marcel de Wilder avait 47 ans. 47 ans, oui. Maurice Moreau avait 20 ans. C'était un agent de liaison. Il y avait une réunion importante, là, et puis les Allemands sont arrivés comme ça par surprise. On a été attaqués, encerclés par les Allemands. Heureusement, moi et puis Lucien Ross, on était des jeunes non aguerris, mais enfin, on s'est défendus quand même. Mais on avait avec nous un homme qui avait fait les corps francs. Alors c'est lui qui a sauté tout de suite. Il a le réflexe de sauter sur sa mitraillette. Et puis d'une rafale, il a tué l'officier allemand qui était en tête et puis celui de la Gestapo qui l'accompagnait. Et c'est comme ça que ça produit un petit arrêt, si vous voulez. C'est une bagarre, on était encerclés, hein, les balles rentraient partout. Et c'est une bagarre qui a duré une petite heure, mais une heure dans des conditions comme ça, c'est épouvantable. Quoi. En 1944, vous étiez tout jeune. Oui, j'allais avoir 18 ans, quoi. Donc 18 ans, ça veut dire que vous aviez 14 ans au début de la guerre. Oui. Est-ce que vous étiez à l'école à 14 ans? Qu'est-ce que vous faisiez? Je travaillais déjà. Je suis l'aîné d'une famille ma mère a eu 10 enfants, quoi. Et bon, j'ai fait un an après le certificat d'études, si vous voulez. Puis après, bon, mes parents, famille nombreuse, bon, il fallait travailler. Alors, à 13 ans et demi, j'ai été mis sur le marché du travail. Euh, et puis, bon, c'est tout. Mais après, j'ai travaillé en usine. C'était un peu plus dur. Mais entre deux, j'ai passé 2 ans aussi dans une ferme avec une tante. Et ça a été bon parce que c'était les années 40 et 41 qui ont été très dures. Et dans la ferme, bon, bah, j'ai pu être nourri. C'était dur, mais nourri comme il faut, Ça, si vous voulez. voilà. Ouais. Lorsqu'on a 13-14 ans, euh, qu'est-ce que l'on ressent en constatant que les Allemands sont en France? Est-ce qu'on a une idée de ce que c'est que la France? Est-ce que des mots comme le mot patrie ont un sens quand on a 14 ans? Oui, quand même, oui, oui. Oui, j'ai eu la chance de passer les 10 premières années de ma vie en compagnie de mon arrière-grand-mère qui était née en 1851. Donc elle aurait pu être soldat à la guerre de 70. Alors les Uhlans, après la guerre de 14, Les tout ça, Prussiens? je connaissais les Prussiens, tout ça. Et j'ai ici dans mes archives, justement, d'un autre côté, mon arrière-grand-père qui racontait en 1870 ce que faisaient les Prussiens qui avaient raflé, tout ça. À ce moment-là, puis on connaissait aussi les exactions, ils avaient tué des jeunes enfants, des trucs comme ça. Hein. C'était les Uhlans et après c'était les Boches. Après, c'était les Allemands, on les aimait pas beaucoup. Hein. On finissait souvent repas en disant encore un que les Boches n'auront pas. C'était ça notre jeunesse, quoi, si vous voulez. Ouais. Pour vous dire que j'étais dans le contexte. En plus, j'ai eu le père de ma mère. C'était un marin. Alors lui, à la guerre de 14, il a fait 40 mois sur un contre-torpilleur. Alors la guerre, ça comptait aussi pour lui. Et je me souviens que le 2 septembre 1939, alors qu'il mangeait chez nous, on était à Noyon à ce moment-là, 2 septembre 1939, je l'ai vu pleurer parce que pour eux, ils avaient fait la der des der, il n'y aurait plus jamais Voilà. de guerre. Hein. Et je vois encore mon grand-père qui pleurait à chaudes larmes presque. Je suis monté au maquis le 7 juin, le lendemain du débarquement, en accompagnant un de mes camarades
qui allait au maquis et qui m'a emmené en fait. Et c'est comme ça que je me suis trouvé mobilisé là-dedans, quoi. Hein. Mais on n'avait pas forcément une haine des Allemands. Hein. C'est pas. À Noyon, il y a eu pas mal, il y avait quand même des écoles de SS, Waffen-SS ou des choses comme ça, mais il n'y a pas eu trop D'exaction, de voies de fait. d'exactions, voilà, c'est ça, sur la population, si vous voulez. Parce que ceux qui ont été arrêtés les premiers, c'était les communistes, hein, qui ont été arrêtés quand le pacte germano-russe a été. Si Hitler ne l'a pas respecté à ce moment-là, c'est les communistes qui sont retrouvés même embarqués par des gendarmes français. Hein. Ils les appelaient pour leur faire soi-disant régulariser les papiers, puis ils se retrouvaient là-bas à Royal-Lieu. Hein. Et je vous dirais qu'à ce temps-là, les communistes, on n'en parlait pas trop, si vous voulez, hein, comme des victimes, hein, tout ça. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est en repensant à tout ça, je dis quand même, et les pauvres, il n'y en a pas beaucoup qui sont retenus, qui sont revenus. Et donc, lorsque vous montez avec votre copain au maquis, vous allez y rester 15 jours. Oui, c'est ça, oui, jusqu'au 23. Du 7 au 23. Qu'est-ce que c'était la vie dans le maquis? Vous aviez de l'entraînement? Oui, on récupérait, il y avait des armes à récupérer, on nettoyait les armes. Hein, avec, par exemple, Lucien Ross, on était allé à Tarlefès, c'est un hameau de Noyon où lui connaissait des gens. On allait récupérer des Moser, des armes, quelque chose comme ça, quoi. On nettoyait les armes, Vous étiez parmi les plus jeunes du maquis. Ah oui, oui, oui. Ah oui, au maquis, oui, on était les deux plus jeunes, oui, avec Lucien Ross. Et le maquis comportait combien de personnes? Mettons une quinzaine et une douzaine le jour de la bagarre, quoi. Et il y avait un chef du maquis? Ah oui, c'était le commandant, c'était Fourier. Il a été capitaine, après il était commandant. Un ancien de la guerre de 14 et un mutilé de guerre. Hein, il avait un problème pour marcher, c'était lui le patron. Hein. Avant, il y avait eu un chef de la résistance à Noyon, c'était M. Brunet. Puis après, son épouse a été arrêtée, alors il n'a pas dû continuer, je ne sais pas. Enfin, moi, quand je suis arrivé, c'était M. Fourier qui était le patron du maquis à ce moment-là. Ouais. Et le maquis avait réalisé un certain nombre d'actions? Il y avait des actions, oui. Il y avait, par exemple, si vous allez au-delà vers Chauny, si vous voulez, il y avait un observatoire où maintenant il y a un relais de télévision, justement. Hein, il y a un grand relais de télévision. Alors là, c'était à ce moment-là, les Allemands avaient fait un observatoire. Alors on a été le flambé. Le flambé, il y a eu le sabotage des lignes téléphoniques, Paris-Lille, des trucs comme ça, quoi. Hein. Nous, les plus jeunes, ils n'en emmenaient pas trop, hein, au départ. Mais ils ont fait sauter aussi dans le canal, le déversoir du canal pour empêcher les péniches. Il y avait des péniches chargées de pièces ou de choses comme ça pour faire du bronze, des trucs comme ça, qui ne pouvaient plus avancer, quoi. Il y a eu toutes sortes de choses comme ça. On mettait sur la route des clous pour que les camions allemands ils se prennent là-dedans. Hein. On avait même ils avaient reçu des petites bombes magnétiques qu'on envisageait de mettre sous les trucs, sous les camions citernes, mais ça n'a jamais été fait quand même. Des choses comme ça, quoi, si vous voulez. Hein. Est-ce que votre réseau était affilié à un réseau plus important? Oui, le maquis des usages a toujours été rallié au mouvement OCM, Organisation civile et militaire, et à l'armée secrète. Dont le grand patron pour le nord de la France, c'était un nommé Sailly, que j'ai retrouvé d'ailleurs dans le tunnel de Dora. Et j'ai pu lui donner, comme il était arrivé avant moi, j'ai pu lui donner des nouvelles de la résistance. À ce moment-là, Sailly, je l'ai revu après, oui. Alors, quand les Allemands ont vu qu'il y avait une telle résistance, ils se sont repliés. Ils étaient
au moins une 30 ou 40, on n'a jamais su exactement, hein, ni combien il y en a eu de tués, on n'en sait rien, mais il y en a eu quelques-uns. Et bon, quand on a vu qu'il n'y avait plus rien, moi j'avais jeté un coup d'œil au plafond. C'était criblé de balles et en haut on avait du plastique, de l'explosif, hein, du plastique. Je dis ça va sauter tout à l'heure. Non, mais enfin on a eu la chance. Mais c'était véritablement criblé de balles parce que dans l'endroit où ils arrivaient, ils montaient, il y avait une petite pente si vous voulez. Oui. Alors ça rentrait par les fenêtres comme ça. Alors quand après, bon, on n'a pas demandé nos restes, on a vu qu'ils n'étaient pas là, il y en a un qui est sorti, le deuxième qui est sorti, et puis on est parti, on s'est sauvé du côté de Chauny. Alors là, on est resté chez les cultivateurs. Moi, j'étais chez un nommé Monsieur Valois, qui m'a dit, ben, ça serait bien que tu aies un certificat de travail de ton ancien patron, parce que si on avait un contrôle, tout ça. Alors c'est en revenant à Noyon, je suis allé voir mon patron qui m'a dit « Ah, ben, je ne peux pas te faire ce certificat maintenant, il était à peu près 11 h du matin, reviens ce soir vers 5 h. » Alors j'en ai profité pour aller jusque chez mes parents. Et comme je retournais, c'était du côté de la gare de Noyon, comme je retournais chercher mon certificat, pleine la grande place qu'il y a, on appelait, maintenant je crois que c'est la place de l'Europe, ça s'appelle. Juste la Gestapo qui s'amène avec la traction avant et puis l'autocar derrière et tout ça coincé. Alors, Klein, l'agent de la Gestapo, il vient vers moi, il me dit papier, tout ça. Alors moi, je n'avais pas 18 ans, je n'avais pas besoin encore de carte d'identité. J'avais qu'une carte de réduction de chemin de fer, je me présente. Ah, c'est toi, de Pierre. Alors, il connaissait déjà mon nom avec souris et tout ça. Alors, c'est là qu'ils m'ont coincé. Ils m'ont ligoté, des pieds à la tête. Je vois encore un gros gendarme qui se penche vers moi, qui disait « Fini, monsieur, fini, monsieur ». Effectivement, ça risquait d'être fini. Puis après, direction Compiègne. Alors, je pourrais te croire que là, coincé dans mon autocar, quand j'ai vu le Mont Saint-Siméon qui disparaissait, la cathédrale et tout ça, alors que j'avais passé toute ma jeunesse, hein, depuis 10 ans, avec dans le patronage avec notre curé, tout ça, on faisait des parties formidables. Alors, tout ça ça repasse dans la tête. Hein. Puis après, un peu plus loin, à ce moment-là, il avait fait très chaud et la moisson était de bonne heure et tout ça. Je voyais la moisson que j'avais fait dans la campagne et tout ça, avec l'impression de ne plus jamais revoir ça. Oui, c'était la dernière fois. Et c'est comme ça que je suis arrivé j'ai été arrêté par la Gestapo et puis mené à Compiègne, à la prison de Compiègne, maison d'arrêt de Compiègne. Je ne sais pas si c'était vraiment la prison ou maison d'arrêt. Je suis arrêté le 20 juillet 1944 hein, et je vais à la prise et je suis transféré à Royal-Lieu le 17 août. Vous voyez, 20 juillet, 17 août. 17 août. Donc, 17 août. Nous, on a été emmenés à Royal-Lieu, on n'est resté qu'une nuit là-bas. Oui. Une nuit. Et après, c'est là qu'ils sont venus nous chercher. À ce moment-là, ils avaient bombardé le pont de Soissons, c'est le pont qui est près de Chicadome, là, qui traverse pour aller sur la gare. Et ce pont-là avait été bombardé. Et c'est comme ça qu'ils nous ont embarqués vers Retonde, c'est sur la commune de Retonde, là-bas au passage à niveau, quand vous sortez de Compiègne, vous allez sur Reims, voilà. Là sur la droite, là, c'est le départ du dernier train. Donc vous, c'était l'un des derniers, finalement. C'est le dernier qui est arrivé là-bas, je pense. C'est pas le dernier parce qu'il y en a d'autres qui sont partis de Péronne ou des choses comme ça aussi. Mais enfin, celui-là, c'est le dernier qui est arrivé à... Vous n'étiez pas dans le même train que Max Brézillon? Si, dans le même wagon même. Dans le même wagon que lui, son père et tout ça. Et vous, oui, donc vous connaissiez déjà en fait. Ah oui. Je le connaissais un peu avant. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, mais pas bien, si vous voulez. C'est là que je l'ai connu le mieux. Alors voilà, c'est pour ça que je vous disais, ça rappelle des souvenirs quand vous êtes arrivé avec cette chaleur. On est parti le 17 août, hier. On nous a embarqués certainement le 16 et c'est le 17 le train est parti. 92 heures dans une chaleur torride comme ça, au minimum 80 par wagon, il y en a qui étaient encore plus que ça, c'était épouvantable. Avec une tinette pour les besoins au milieu du wagon, là, une espèce de tonneau sans cercle.
chose d'épouvantable. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous n'ont pas résisté au traitement de Ben, la chaleur. le plus caractéristique, c'est l'égoïsme des gens. Hein. J'arrive, moi, à un âge où je dis, l'homme, il vaut pas cher. L'homme, il vaut pas cher. Quand je vois des gens comme M. Poulain, hein, ça, c'est des exceptions, ben, où il n'y en a pas marre. Les gens deviennent égoïstes. C'est pas, ils se battraient bientôt. Hein. Ils se battraient pour rester au coin où il y a de l'air, là où il y a les barreaux, où ils vont lécher les barreaux pour tellement on commence à avoir soif. Hein. Les gens deviennent fous. Moi, j'étais costaud. Hein, et j'ai pris une serviette comme ça, et puis Max Brésion, mais surtout son père, il avait des problèmes, il allait se trouver mal, quoi. Et je leur ai fait de l'air comme ça, mais pendant des dizaines d'heures, longtemps, sans me coucher. Puis quand j'ai été complètement harassé, je dis, j'ai essayé, c'était la nuit, j'ai essayé de m'asseoir un peu. Malheureusement, je me suis assis sur les jambes de quelqu'un qui était là, et m'a bourré de coups de pied pour ça. Comme ça pour vous dire. Puis le temps que j'étais debout en train de leur faire de l'air, là, parce que je m'étais assis comme ça. Les gens ils sont surtout égoïstes, hein, et surtout égoïstes. Mais on est arrivé là-bas complètement déshydraté, hein, complètement déshydraté. Il y en a beaucoup. Après, on nous a emmenés dans le camp de Buchenwald. Alors là, ça y est, on a bu. Alors, moi, je ne peux pas boire une fois quand j'ai très soif, sans me souvenir de ça complètement. On était complètement déshydratés. Pendant les 92 heures, on a bu à peu près 4 ou 5 fois on avait reçu des trucs. Non, c'est une boîte à sardines avec un peu d'eau dedans. C'est juste ça, complètement déshydraté. Et heureusement, les gens de la cuisine ont réussi à nous donner. On a pu boire à notre satiété. Mais on se sent revivre, hein, comme des litres d'eau, hein, que tu es obligé de boire. Hein. Et après, pour vous dire, bon, c'était pas des morts, mais après, bon, on nous a emmenés le long d'un talus. Il y avait tellement de monde à Buchenwald, dans le camp, qu'il n'y avait plus de place nulle part. Alors on nous parquait sur l'ancien dépôt d'ordures, si vous voulez. Alors ça faisait comme une pente comme ça. Et dans le bas de ce talus-là, il y avait des gens avec leurs beaux costumes qui étaient dans les pommes, hein, qui étaient allongés le long, leurs pantalons étaient souillés, tout ça. On voyait bien que ça ne durerait pas longtemps, quoi, hein. Ça, on les voyait, hein, habillés là. Les gens qui avaient la dysenterie. Oui, c'est la dysenterie ou autre chose, je ne sais pas, hein, complètement, ils étaient complètement abattus. Hein. Alors après, vous aviez pareil pour les excréments, vous aviez des espèces de tinettes qui débordaient le lendemain matin, c'est épouvantable, quoi. Alors là, c'est là qu'on a dû vous raconter l'histoire on a fait l'apprentissage du camp de concentration, c'est-à-dire braser des pieds à la tête et tout ça. Et puis changer, on nous a donné des vieux vêtements, des trucs comme ça. Et puis on a été dehors. On avait des chaussures, on n'avait pas. Alors on marchait sur un espèce de sol qui avait été un peu fabriqué à la va-vite comme ça, avec des moellons. Marcher là-dessus, on a touché une soupe à l'orge. Et souvent j'y ai repensé à cette soupe à l'orge. Après à Dora, j'aurais été bien content de l'avoir. Mais les gens étaient tellement de mal à marcher qu'il y en a qui étaient tombés. On marchait dans l'orge perlée, là c'est une espèce d'orge perlée. Bon, c'était épouvantable. On est resté à peu près 3 semaines comme ça. Sur ce camp-là, quoi. Et vous faisiez, dans la journée, vous aviez des activités de travail à il y avait des corvées, oui. En particulier, c'est que le lendemain ou le surlendemain de notre arrivée, le camp a été bombardé. Bombardement de Buchenwald, quelque chose de terrible. En rien de temps, c'était des bombes incendiaires. On a eu de la chance que ce soit les Anglais, pas les Américains, parce que avec les Anglais, c'est un peu plus précis. Alors ils ont réussi à démolir l'usine, il y avait une usine tout près, la caserne SS, il y a le camp, il n'y a eu que quelques baraques, mais ça a représenté quand même 300 déportés de tués. Mais il y a eu beaucoup de SS de tués, tout ça. Alors, on a été envoyé, on allait faire des corvées comme ça pour démolir, ramasser des gravats. Oui, c'est ça, dans les maisons des SS, et des trucs comme ça, quoi.
Dora, c'était, je ne sais plus lequel que c'est, à l'occasion j'essaierai de le retrouver. C'était la terreur, de savoir qu'on allait à Dora, c'était la terreur. Hein. C'était la terreur. C'est cette histoire d'usines souterraines et puis de tous ces morts qui revenaient pour être brûlés à Ah oui, Bruneval. parce qu'à Dora, il n'y avait pas de Au départ, il n'y avait crématoire. pas de crématoire. Oui. Hein. De même qu'au départ, il n'y avait même pas de camp. Et ils ont couché longtemps dans des dans les souterrains, enfin dans les tunnels, mais ils sortaient quand ils étaient morts. Hein, alors Dora, ça a été... Et c'était donc, oui, tous les cadavres de Dora qui arrivaient Qui avec revenaient Elval. oui, pour être brûlés à Buchenwald. Oui. Oui, il y avait 70 km à peu près. Hein. Ah, ils ramenaient tout. Alors voilà. Et à quel moment de l'année est-ce que vous êtes allé à Dora? C'était en septembre, octobre? C'était plus septembre, oui. C'était après le 15 septembre. Hein. Après le 15 septembre. Alors je suis arrivé là-bas, oui, après le 15 septembre. Je suis arrivé de nuit. On nous a laissés dans une gare qui n'était pas loin, mais on voyait quand même, il y a tous les tunnels, il y a 2 km, 2 fois 3 km 500, puis vous avez des galeries transversales où c'est pour les ateliers. Alors, et puis, tout ça, c'est sous une petite montagne, c'est les monts du Hart, ça s'appelle, c'est les monts du Hart. Et le mont où sont tous ces tunnels, sous lesquels sont ces tunnels, ça s'appelle le Kontstein. Mais il y avait tellement de lumière qu'on a l'impression d'un volcan, d'un truc comme ça. Alors j'étais impressionné quand je suis arrivé de nuit là-dedans et tout ça. Et comme quand je suis arrivé, il faisait encore, pas une chaleur comme ça, mais il faisait très bon. Alors, j'ai dit, moi je ne veux pas aller travailler dans le tunnel, alors que j'avais appris la chaudronnerie en cuivre. Hein. Mon métier c'était chaudronnier, enfin mon métier j'étais en apprentissage chaudronnier, alors j'avais donné ça au départ. Mais comme on nous a redemandé notre qualification, j'ai dit, je vais dire que je suis cultivateur, parce que je voulais rester à l'extérieur, si Oui. vous voulez. Hein. Pas que je suis claustrophobe, mais je ne voulais pas aller dans le tunnel. Alors c'est comme ça que... Mais c'était une erreur, parce qu'au lieu d'aller faire du terrassement quelque part, je suis tombé dans un commando où on nous faisait transporter des pièces très lourdes. Et en plus de tout ça, j'ai pas pensé que l'hiver arriverait et que je serais dehors, rentré. À l'entrée d'un tunnel, il y a un courant d'air formidable et c'est la mort. Hein. Mais comme chaussures, c'était des galoches. Alors, quand il pleuvait, ça collait, si vous voulez, dans la boue, ça commençait à s'arracher. Et je me suis retrouvé à un moment avec mes talons complètement ouverts. J'ai des grosses crevasses qui sont venues hein, presque jusqu'à l'os. Et j'ai marché plusieurs jours avec une planche avec des fils de fer autour de mon pied comme ça. Ben, là, pendant l'hiver, là, j'ai touché le fond de la misère. Hein. Je me suis d'abord, petit à petit, quand je suis arrivé, j'étais à peu près en bon état. Hein. J'étais encore à peu près en bon état. Mais à porter ça, je me suis usé comme ça, petit à petit. Et puis alors là, on avait les capots, les Vorarbeiter qui nous tombaient dessus. Hein. Autant que les SS. Les SS, bon, quand on poussait un chariot, ils nous marchaient sur les talons pour ça aille plus vite. Hein. Les capots, ils nous tabassaient. Hein. Oh non, ça a été dur. Hein. Est-ce que vous aviez, d'une façon ou d'une autre, des informations sur l'avancée des Alliés? Ben, plus ou moins des fausses, des bonnes et des fausses nouvelles, quelquefois, oui. Par exemple, on a su quand il y a eu l'offensive des Ardennes. Ça, les Allemands, ils faisaient savoir ça. Mais il y en avait qui arrivaient à nous renseigner quand même, oui. On savait quelques nouvelles. Mais c'était pas toujours des bonnes nouvelles, c'est pas... Alors, pour vous dire, alors là, je suis arrivé petit à petit, je me suis usé. Je voyais bien que... Alors, de temps en temps, au moment où on arrivait, on descendait des blocs pour rentrer. Alors il y avait 2 équipes, c'était 12 heures de jour ou 12 heures de nuit. Et on se croisait comme ça à l'entrée du tunnel.
Alors je profitais, il y avait toujours une petite, un petit cafouillage, si vous voulez, des trucs comme ça. Alors quand je pouvais attraper un chariot, j'allais le plus loin possible, je me sauvais, puis le capot, il cherchait après moi, et j'allais le plus loin possible au fond du tunnel, si vous voulez. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer des Français et parler un peu avec eux, si vous voulez. C'est pas croyable. Moi, quand j'étais jeune, je disais je voudrais être tout seul au fond d'un bois puis pas avoir à trop parler et tout ça. Mais quand vous vous trouvez au milieu des Russes, des Polonais, des Tchèques, tout le monde, c'est pire que si vous. C'est une solitude. Hein, vous ne pouvez pas parler Oui, il français. n'y a pas de Moi, langue pour il n'y avait communiquer. presque pas de français. Presque pas de français. Enfin, dans mon commando, si bien que j'essayais d'en trouver. Alors, un beau jour, il y en a qui ils avaient fait un espèce de coin, il y avait des piles de petites pointes de V1, ils avaient fait un coin où on pouvait se reposer un peu. Alors il dit, t'as qu'à te mettre là. Alors je les ai écoutés, c'est au moment où je tirais la jambe, je ne pouvais plus marcher. Alors je me suis mis là, puis on était tellement fatigués que je me suis accroupi, puis on s'endormait tout de suite, hein, je me suis endormi. Malheureusement, les gars, ils m'ont oublié. Et quand il y a eu changement d'équipe, ils ne m'ont pas prévenu. À un moment, je me réveille et je vois que ce ne sont pas les mêmes gars. Alors, j'étais loin dans le tunnel, alors, tout clopin, coupant, je reviens. Alors, tout le monde était bloqué à l'entrée du tunnel parce que mon commando, qui était le numéro 167, il était le premier à sortir et ils n'avaient pas le compte. Et Il manquait une personne. Oh, j'ai reçu une raclée par par le capot polonais, là. Oh là 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 là. Je suis rentré, je suis rentré dans mon bloc là-bas, vraiment en sang, hein, en sang. Vous savez, quand la neige par rafale, vous êtes dehors comme ça, vous n'avez rien dans le ventre, rien sur le dos, et que vous êtes transpercé. Hein, bon, je suis rentré comme ça, mais ça n'a pas duré longtemps parce que j'avais tellement pris de coups que j'avais pris un coup, un Vorarbeiter, un contremaître. Il m'avait donné un coup sur la tempe et puis ça s'est transformé en érésipèle. Et alors là, ça a été, il fallait pour rentrer dans ce qu'on appelait le revire, c'est-à-dire l'hôpital, il fallait avoir au moins 39,5 de fièvre. Alors là, je les avais malheureusement. Alors quand les érésipèles a été un peu mieux, vous avez été soigné néanmoins. Un petit peu, oui. Ouais, ouais. Les résipèles, j'arrive dans un truc, pour marquer que pour soigner, au départ, c'est une douche froide, hein, pour faire tomber la fièvre. Une douche froide et tout ça. Je suis retrouvé dans le bloc des érésipèles. Ils étaient à la figure, et surtout ça se localisait à la figure. Ils avaient, avec des bandelettes de papier, on mettait une espèce de pommade, puis des bandelettes de papier, alors c'était un autre monde, quoi, quand on entrait là-dedans. Alors quand j'ai été un petit peu mieux, ils m'ont réexpédié. Alors là, il a fallu attendre sur la place d'appel pendant des heures, avec dans le vent, les rafales de vent. Ah, j'ai dit, ça y est, j'avais une pointe et pleurez-y. À la suite. Alors si bien que quand vous tombiez malade, j'arrivais plus à m'en sortir. Et c'est comme ça que les jours et les jours passant, je me suis retrouvé à moitié mourant dans le revire, quoi. Et c'est comme ça que j'ai réussi à ne pas être évacué. Mais enfin, le camp de Dora, il a commencé à être évacué vers le 4 avril à peu près. Hein. Vers le 4 avril, ils emmenaient tout le monde dans des trains, puis il restait plus que le revire. 4 avril 1945. 4 avril 1945, oui, oui. Il y avait tout l'hiver qui s'était passé et tout ça, avec la faim, avec tout et tout bazar. Oh oui, c'était... On ne peut pas tout raconter parce que c'est... Oui. Mais à la fin, j'étais dans ce revire. Alors, quand le camp a été évacué, on a voulu faire évacuer le revire. Alors à ce moment-là, je suis retombé sur un Belge. Il y en a un qui m'avait sauvé la vie, lui voulait m'envoyer à la mort. Il dit, allez, il faut partir. Et les SS ont dit qu'ils allaient brûler tout lance-flamme. Hein. Tout lance-flamme, il faut partir. Alors on était obligé d'essayer de descendre. Alors le revire était un peu sur une petite côte. Descendre. Alors je suis descendu en me cachant derrière les baraquements et
quand je suis arrivé pas loin de la place d'Appel, j'ai vu tous ces pauvres gars qui étaient là comme moi et ils étaient en train d'être massacrés à coups de manches, de pioches, d'outils, de tout ce que vous voulez. J'ai dit, bon, mourir pour mourir, je m'en fous, je vais remonter. Alors je suis remonté, vous savez, mon cœur avait tapé, hein. J'avais déjà plus de force, j'étais à moitié mort. Je remonte jusqu'en haut, je me refuge dans cet infirmier qui me dit, non, 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 il faut partir, il faut partir. Alors j'ai fait semblant, j'ai contourné le bloc, il y avait une fenêtre, je pousse la fenêtre, elle s'est ouverte. Il n'y avait plus personne dans l'espèce de chambre qu'il y avait là. Je me suis écroulé sur un chalit, j'ai enjambé la fenêtre, je me suis écroulé sur un chalit et puis ils m'ont retrouvé 4-5 jours après là-dedans. Alors le gars après, il ne savait plus quoi, il dit « Ah, je ne savais pas ce qui allait se passer et tout ça. » Mais en fait, ce qu'ils voulaient, moi je l'ai bien compris, c'est qu'il y ait moins de monde possible, puis eux ils se planquaient, puis il y ait moins de monde possible. Ils ne s'occupaient pas de nous envoyer à la mort, hein. Et les derniers qui sont partis, je me suis retrouvé dans ce qu'on appelait la grange de Gardelingen, un endroit. Ils ont fait descendre tout le monde, ils les ont enfermés dans une grange, il y en avait 1000, et puis ils ont foutu le feu. Il y a eu 996 morts, et puis une dizaine de rescapés. Gardelingen, la grange de Gardelingen. Alors pour en finir, je suis resté là, et puis j'ai bien fait parce que... Mais personne ne s'occupait plus de vous. Après, les SS étaient partis. Alors, soi-disant, c'était la Wehrmacht. Ils avaient fait dire vous ne craignez plus rien, les bandits sont partis. La Wehrmacht, ils disaient ça. Et on est resté comme ça. Et c'est le 11 avril, le même jour que Buchenwald, que les Américains sont arrivés. Alors, c'est comme ça que j'ai été libéré à Dora. Heureusement, parce que. Alors, Et vous avez été soigné tout de suite par l'armée américaine? Pas tellement soigné. Ils ont fait. À ce moment-là, les services de santé n'étaient pas encore arrivés. Et ceux qui étaient là, ils faisaient la guerre. Ils n'avaient pas trop le temps de s'occuper de nous. Mais enfin, ils ont fait de la soupe avec. Il y avait autant de cochons que de pommes de terre, de cochons et de trucs comme ça. Vraiment pas de la nourriture pour des gens qui crevaient de faim, quoi, en fait. Mais moi, j'ai toujours fait attention, mais vous avez des gens qui sont morts d'avoir trop mangé. Trop mangé tout de suite, hein, oui. Alors, on a couché, pour vous dire qu'à ce moment-là, les Américains, les soldats n'avaient pas le temps de s'occuper de nous. Ils nous regardaient peut-être un peu comme des pestiférés parce qu'on pouvait avoir des maladies ou des choses comme ça. On ne pouvait pas trop les approcher. Alors ils avaient leur tente et ils avaient du beau pain blanc et tout ça. Ils ne seraient pas venus à l'idée de nous en donner. Heureusement, vous savez ce que c'est que les Américains, hein, dans leur tas d'ordures, là, on trouvait des boîtes de conserve où il y avait du beurre de cacahuète, ou bien comment on appelle ça, des trucs en tortillon, là, du cochon en tortillon, des trucs comme ça. On a mangé un peu de ça, mais ils ne nous donnaient pas à manger, c'était pas organisé. Comme je disais tout à l'heure, les services de santé n'étaient pas arrivés. Alors, Et quel jour êtes-vous rentré en France? le 20 avril 1945, je ne dirais pas quel jour c'était, il faudrait regarder sur un calendrier perpétuel, je sais plus quel jour c'était. Alors on est arrivé au Bourget, en Dakota. Alors là, vous auriez vu la tête des Parisiens qui nous voyaient, parce que c'était vraiment du camp de concentration directement avec les habits et tout, sans une douche, rien du tout. On n'avait pas encore eu de douche, je crois pas. Mais enfin, on essayait de se tenir propre, mais enfin, tout juste, hein. Quand ils ont vu dans quel état on était, hein, parce que moi, j'avais eu pleurésie, trucs comme ça, puis à la fin c'était dysenterie. Alors là, c'était complètement vidé, hein. Mais j'ai jamais, pas d'alcool, pas de tabac, beaucoup de sport. C'est une force, quoi, hein, une vie saine, si vous voulez. Alors je me suis usé comme ça, petit à petit. Bon, malgré tout, j'ai souffert longtemps quand même de trucs, de pleurésie et tout ça, hein. Puis il y avait quand même des marques. Mais enfin, je m'en suis pas trop mal tiré. Et vous avez été pris en charge à votre arrivée en France? Oui, ben, sans plus, hein. On est arrivé, moi j'étais même en cours. Prenez pas trop de précautions avec nous, vous savez, les fameux trucs de DTT avec les machins, on nous enfilait ça là-dedans et tout ça, sans trop de respect, quoi, hein. Ah oui, c'était
Mais si on a été bien, on nous a hébergés dans des hôtels, un hôtel. Mais enfin, ma mère est venue me chercher le lendemain. Comment est-ce qu'elle avait été prévenue, votre mère? Eh bien, tous les gens de Buchenwald, c'était bien organisé. Buchenwald, puis c'était le grand camp. Alors, ils avaient pu avoir par la radio des listes de noms. Mais moi, Dora, on n'avait pas entendu parler de moi. Alors, quand j'ai été emmené à l'hôtel Lutetia, là où on m'a refait mes papiers et tout ça, oh, tiens, je dois voir là quelque chose qui vous intéressera peut-être, là. Je vous ferai voir tout à l'heure. Ma carte de rapatrié. Ah, je vous ferai voir tout à l'heure. Oui, on prendra les... Oui, c'est ça. On a fait la carte de rapatrié, tout ça. Et puis il y avait une dame qui était là, c'était la femme d'un capitaine, dont le mari était au front, bien sûr. Et puis elle m'a emmené chez elle pour téléphoner pas chez nous, parce qu'on n'avait pas le téléphone, et chez le docteur Ross, on parlait du docteur Ross, et bien, pour téléphoner là-bas, dire que j'étais là, la veille, quoi, hein, pour dire que j'étais rentré. Mais on n'avait pas de nouvelles de moi, hein, pas plus que... J'imagine que c'est un coup de fil dont vous Oui. vous souvenez, non? Ben, je pense, oui, j'étais un petit peu dans les vapes quand même, hein, dans les vapes. Hein. Et je suis resté longtemps très, très, très faible, hein, très faible. Je me souviens, ma mère avait pris une valise, je ne sais pas pourquoi ramener, mais enfin, peu importe, à la gare du Nord. Je me vois encore pendant que ma mère prenait le billet pour rentrer, assis sur ma valise, j'étais complètement crevé avec les gens qui se précipitaient autour de moi, à moitié étouffé là-dessous. Ça m'énervait un peu, si vous voulez, hein. C'est comme ça. Hein. Elle avait peut-être pris une valise pour vous apporter du linge, non? Je ne sais pas, peut-être, je me souviens plus. Je me vois encore assis là, dans la salle d'attente, pas la salle d'attente, devant les guichets là-bas de la gare du Nord. Et quand je suis rentré, là, il y avait Madame Brésion, il n'était pas encore marié à ce temps-là. Elle se trouvait justement à la gare. Elle se rappellera toute sa vie. Et comme je le mets là-dessus, mon pauvre père, qui est maintenant disparu, il m'a dit, si tu n'avais pas été avec ta mère, je ne t'aurais pas reconnu. Ah oui, c'est dur. Mais enfin, quand on s'en sort, et tout ça, j'aurais dû commencer par là. Ce que je voulais vous dire, c'est surtout quand on voit les pauvres juifs qui ont passé dans les chambres à gaz et tout ça. Hein, ça a été dur, mais ça n'a rien à voir avec ces mères qu'on va massacrer avec leurs gosses dans les bras et tout ça. Ça c'est la vraie misère, la vraie barbarie. Hein. C'est ce qui, on peut pas pardonner ça. Hein. Moi, j'ai été pendant 2 ou 3 ans où j'ai pas pu travailler. J'avais à peine fini de manger que je me retirais dans un fauteuil derrière la table parce que nous, on avait des bancs comme on était une famille nombreuse. Mais j'allais m'asseoir dans mon fauteuil, j'ai rien que mangé, j'étais fatigué, si vous voulez, des trucs comme ça. Pendant 15 ou 17 ans, j'ai eu des cauchemars toutes les nuits. Toutes les nuits. Toutes les nuits. C'était toujours la poursuite avec les Allemands, des trucs comme ça. Quand je voyais, encore maintenant, quand je vois un film de guerre, un truc comme ça, puis je vous dis, voilà, je savais que j'allais vous voir, et ben ça y est, j'ai beau essayer, j'ai rien préparé spécialement, si vous voulez, parce que c'est toujours comme ça qu'on fait le plus mal, mais on reste marqué sous sa vie. Je me souviens qu'on a été à Metz. Je parlais de Klein, la Gestapo de Compiègne. Là. On a été à son procès. Il avait dit il y aura le revers de la médaille. C'est peut-être ça, le revers de la médaille, c'est qu'on traîne ça jusqu'au bout de sa vie, quoi.